Comme le soulignait tout à l'heure Isabelle Marchesin, le principe de ces rencontres est de croiser les sources autour d'une catégorie d'objets. Après ces évocations littéraires du coffre qui témoignent à la fois de certains usages, en tout cas des usages qui sont variés, et d'un certain nombre de détournements, bien sûr, nous allons poursuivre cette première session sur un mode qui sera plus matérialiste et plus technique. Ce sera la contribution de l'archéologie, mais aussi de l'ethnographie à cette journée. Et nous allons d'abord accueillir Cécile Laganne, qui enseigne à l'Université de Pau, qui est chercheur attaché au CRAM, au Centre Michel Deboire de Caen, où elle a fait sa thèse soutenue en 2016 sur les meubles médiévaux, c'est dire qu'elle m'a déjà supporté quelques années avant de venir ici, et qui va nous parler du vocabulaire et de la typologie des coffres médiévaux, puisqu'elle a eu un regard qui est à la fois un regard archéologique, iconographique, mais elle a aussi travaillé sur le lexique de ces meubles. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée qui s'annonce assez passionnante. Et effectivement, moi, je vais vous parler de deux choses différentes, mais que l'on peut essayer de croiser très difficilement, c'est-à-dire le vocabulaire d'une part, comment est-ce qu'on appelle ces coffres. La prestation précédente a bien montré justement toute cette variété qui existe, cette diversité qui existe quand on parle des coffres médiévaux. Apparaissent assez rapidement des mots divers pour appeler ces objets et qui ont été définis de manière très précise mais assez tardivement au XIXe siècle et auxquels on a donné des définitions soit d'usage et surtout de forme et que l'on a appliquées aux meubles médiévaux. Et en fait, en regardant d'un peu plus près, on se rend compte que cette application n'est pas aussi linéaire et qu'il convenait de regarder un petit peu plus près comment est-ce que l'on appelle véritablement ces coffres au Moyen-Âge et quelle est leur réalité matérielle. Et donc, d'une part, à partir des textes et des mots, et d'autre part, à partir de la typologie véritable matérielle, on peut essayer de regarder comment tout cela peut se croiser. Les encyclopédistes, en particulier du XIXe siècle, ont donné des caractéristiques morphologiques et d'utilisation à ces termes. Eugène Viollet-le-Duc et Henri Havard expliquent que la malle aurait été équipée d'un couvercle plat avec des poignées pour en faciliter le voyage, donc la malle est spécifiquement associée au transport, que le bahut était fixé sur la malle, qu'il avait un couvercle bombé, souvent recouvert de cuir, pour le protéger des intempéries. L'arche aurait eu un couvercle bombé et serait surtout employée pour conserver les objets précieux. Et tous ces mots, en français, trouvent leur équivalent étymologique dans les autres langues européennes, dans la plupart des langues européennes, mais leur sens n'est pas tout à fait le même dans ces langues modernes. Et par exemple, à la fin des années 70, Penelope Ames, qui a élaboré un des premiers ouvrages techniques sur les meubles, associe morphologie spécifique et terminologie, sans forcément de justification. Et l'on retrouve donc Ark, qui devient un coffre à pied avec un couvercle en bâtière, Hutch, qui découle de la huche, qui a un couvercle plat, et Standard, qui est un coffre sans pied, mais au couvercle bombé. Et donc on peut se demander quelle est la réalité de ces termes au Moyen-Âge. En termes d'évolution ou d'éléments étymologiques, lexicographiques, terminologiques, on va pouvoir partir des mots tels qu'ils existent en français, reprendre leurs origines étymologiques et voir quelles sont leurs utilisations au Moyen-Âge. Le premier que l'on va pouvoir regarder est le coffre, qui est aujourd'hui le terme principal que l'on utilise en français. C'est le nom de notre journée aujourd'hui, les coffres médiévaux, qui vient effectivement du latin, comme on l'a dit tout à l'heure, coffinus, la corbeille, le panier, lui-même issu du grec koffinos, et qui prend ce sens de réceptacle fermé dès son utilisation en latin médiéval. La graphie évolue tout au long du Moyen-Âge avec des tendances plus ou moins latines, avec un F ou deux F, et il est utilisé en fait de manière assez anecdotique en latin dans les testaments. On les retrouve au XIVe siècle dans les testaments du Forêt,
où il est utilisé comme un strict équivalent à arca dans les expressions arcas et quodam coffro, et qui contiennent tout type de biens. En ancien français, le mot apparaît à plusieurs reprises, encore une fois écrit avec un seul ou deux F, chez Chrétien de Troyes notamment dans les années 1170, où sont rangés plus spécifiquement les vêtements et les textiles en règle générale, les vêtements et la literie. Au milieu du XIIIe siècle, Rutebeuf l'emploie à deux reprises dans des contextes plutôt métaphoriques. L'avarice, dite mate et pensive, est assise sur un coffre, et dans un deuxième cas, en parlant d'une ville imaginaire, il dit que celui qui s'y rend aurait sa droiture en son coffre. Deuxième terme que l'on peut mettre en avant, c'est le terme d'arche, qui est issu du latin d'église arca. En ancien français et en français moderne, il désigne surtout le bateau construit par Noé, qui permet d'y sauver les animaux de la colère divine, et il proviendrait d'une déformation du verbe archere, contenir, maintenir, issu lui-même du grec arkein, écarter, résister. Donc on a cette notion de protection qui apparaît. Par la suite, lorsque le terme acquiert des sens divers, il est précisé qu'il s'agit de l'arche de Noé. Au début, c'est simplement l'arche, et puis on précise l'arche de Noé. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, les tables de la loi sont également déposées dans une arche, qui est, elle, précisée d'alliance. Et en contexte profane, le mot est utilisé donc comme équivalent à coffre, parfois sous la forme arca avec un H, parfois sans H. Le premier sens lié au vaisseau de Noé est assez rapidement, a l'air peu à peu oublié. On le voit notamment, alors il en manque un bout, pardon. Voilà. On le voit notamment dans l'iconographie où les représentations des arches de Noé ne ressemblent ni à un coffre ni à un bateau, plutôt à une maison. Alors parfois un petit peu, on voit il y a des éléments où c'est un peu, on peut l'assimiler éventuellement à un coffre, mais en tout cas pas à un bateau. Au XIXe et au XXe siècle, le terme d'arche est plus spécifiquement lié aux notions d'argent, de trésor. Le glossaire latin de Niemeyer donne trésor public et fisc comme équivalent à arca, mais les textes médiévaux ne témoignent pas du tout de cette exclusivité d'usage au Moyen-Âge. Le terme est en fait beaucoup utilisé en latin et assez peu en ancien français. Et les récits de miracles du XIIe et les testaments du XIVe siècle donnent de nombreux exemples d'arca qui contiennent encore une fois tout type d'objets, des livres, des papiers, des grains, des vêtements, des textiles de literie, des biens précieux, énormément de choses différentes. En langue vernaculaire, le mot est beaucoup plus rare avant le XIVe siècle. Pour le moment, moi je ne l'ai trouvé qu'une seule fois, entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle, dans un fabliau, où on retrouve la thématique du prêtre peu orthodoxe qui, pour répondre aux éléments de séduction d'une femme, fait le tour des troncs de son église pour trouver de l'argent pour payer cette femme, avant de trouver finalement une arche pleine de deniers. Donc c'est à peu près la seule référence que j'ai trouvée pour le moment, en précisant que mes recherches, mon Moyen-Âge à moi, mes recherches s'arrêtent souvent au XIIIe siècle, voire au début du XIVe siècle, et rarement au-delà. Le mot est finalement plutôt utilisé à la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, époque à partir de laquelle il tombe en désuétude. Les encyclopédistes le mentionnent à peine. Henri Havard, à la fin du XIXe siècle, souligne seulement la notion d'un coffre au couvercle bombé, sans doute avec l'analogie avec la forme architecturale arrondie. Et donc, une fois encore, ces caractéristiques ne reflètent pas forcément la réalité médiévale antérieure au XIVe siècle, puisque les testaments du Forêt au XIVe siècle, encore une fois, mentionnent des arcas plata, à couvercle plat, ou des arcas à cresta ou à festro, c'est-à-dire à couvercle en double pente. Autre terme que l'on va trouver, c'est le terme de huche, ou de huge également en ancien français, qui vient du latin utica, trouvé dès le 8e siècle pour désigner un coffre. L'origine est probablement germanique, cette fois-ci peut-être le vieux haut allemand wota, qui signifie garder, et on le trouve dans la littérature vernaculaire médiévale à partir de la fin du XIIe siècle, en particulier plus spécifiquement au XIIIe siècle, où il contient des livres, des textiles, des aliments, de l'argent, voire des choses de nature diverse dans un même meuble. On retrouve dans les miracles de Notre-Dame de Rocamadour la mention d'une femme
d'une dame qui offre à l'autel de la cathédrale une toile qu'elle plie et qu'elle place dans une huche qui contenait déjà des fèves, des pois, des robes et d'autres choses. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, mais vraisemblablement avant, la huche ou tenir huche désigne également la coutume qui règle les modalités de paiement des drapiers de Paris lors de la foire Saint-Ladre et plus généralement des drapiers du nord de la France. À l'époque moderne, le terme devient particulièrement associé à la minoterie et à la boulangerie, puisqu'il contient à ce moment-là la farine et le pain, équivalent à mets, et qui est l'usage que l'on a le plus aujourd'hui. Terme suivant, le terme de malle, avec un L ou deux, avec deux ou un L plutôt avant 1100, tire son origine du francique mala, qui signifie besace, sacoche. Et donc, pendant la majeure partie du Moyen-Âge, une malle ne serait pas encore un coffre, mais plutôt un sac, souvent en cuir, qui permettrait de transporter les affaires lors de voyages. Ce n'est véritablement qu'au XIVe siècle que le terme devient employé pour désigner un coffre particulier, parfois lui-même également recouvert de cuir, et qui est utilisé pour les voyages et pour le transport d'affaires. Il est en fait peu trouvé sous la forme de substantif au cours du Moyen-Âge, mais lorsqu'il est utilisé, c'est souvent de manière assez peu explicite. On le retrouve dans le roman d'Énéas pour désigner un contenant qui appartient à un médecin ou qui contient lui-même une boîte à onguents. On le retrouve également dans le Perceval de Chrétien de Troyes, où un groupe de dames essaye de deviner le contenu des sacs et des malles de Gauvin, et elles énumèrent alors des armes, des vêtements, de la vaisselle, de l'argent, en fonction de l'identité que pourrait avoir Gauvin, selon qu'il soit un chevalier, un marchand ou un changeur. Et donc là, on voit bien que ni la forme ni le terme n'a d'incidence sur le contenu et sur l'utilité. Le terme est surtout employé sous la forme de verbe. Le terme d'emmaller, le verbe emmaller, lui, est très souvent trouvé et utilisé pour désigner l'action de mettre dans des coffres, pour préparer les coffres en vue d'un voyage. C'est vraiment l'utilisation dès le XIIe siècle qui apparaît la plus fréquemment, au moins dans la littérature narrative et épique. Autre terme que l'on retrouve, le terme de bahut, qui est connu dans la première moitié du XIIIe siècle sous des formes assez variables. L'étymologie n'est pas formellement attestée, elle est probablement francique, avec une idée directrice de protection d'objets précieux notamment. Henri Havard et le mobilier domestique dirigé par Nicole de Régnier souligne l'aspect bombé du couvercle, son utilisation pour le voyage et donc son lien avec la malle. Encore une fois, ces spécificités ne semblent pas être évidentes au Moyen-Âge et le terme semble assez rarement utilisé. Pour le moment, je n'en ai pas trouvé, antérieur au XIVe siècle, donc peut-être un petit peu après, mais jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, on ne l'utilise pas. Et aujourd'hui, le terme désigne plutôt un meuble dont l'ouverture se fait par le biais de portes battantes placées en façade et qui est assez synonyme à buffet ou vaisselier. Ce sont ici ces 1, 2, 3, 4, 5 mots les plus couramment utilisés pour désigner les coffres, avec donc des usages spécifiques aujourd'hui, mais dont on voit qu'au Moyen-Âge, ces spécificités n'existent pas forcément. Il en existe quelques autres que je vais donner qui sont moins utilisés aujourd'hui ou qui ont pris d'autres formes. Le premier que l'on peut voir, le premier que l'on peut avoir est celui d'écrin. Du latin scrinium, alors trouvé en ancien français escrin, du latin scrinium, qui désigne un coffret ou une cassette, qui existe en français moderne sous le terme d'écrin, donc, et qui prend aujourd'hui le sens de boîte, de coffret pour ranger notamment des éléments précieux, souvent de petite taille, fragiles, en accord avec la terminologie latine. Au Moyen-Âge, il apparaît que ce terme désigne plutôt des contenants de taille variable, qui peuvent être assimilés soit à un meuble de taille assez importante, soit au contraire à des éléments plus petits. En ce qui concerne les meubles de taille plutôt importante, le terme a l'air relativement interchangeable avec huche et coffre. On le retrouve dans un fabliau du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle, où 3 bossus sont cachés dans 3 escrins
qu'un homme aura des difficultés à déplacer. Donc encore une fois, on retrouve la même thématique du coffre pour cacher des gens, et ces escrins peuvent être déplacés et cacher des hommes. Également, dans Cligès, de Chrétien de Troyes, il place des vêtements de la même manière qu'il pourrait les placer dans un coffre ou dans une huche, dans une arche. Par contre, dans Yvain et le chevalier au lion, toujours de Chrétien de Troyes, une dame sort une boîte à onguents d'un escrin qu'elle transportait avec elle alors qu'elle se promenait en forêt. Donc ici, on a un élément qui est beaucoup plus facilement transportable et de taille beaucoup plus réduite, mais qui peut quand même contenir une boîte. Donc il y a des inconsistances avec les dimensions de ces écrins, qui sont assez difficiles à élaborer. De la même manière, quelques années auparavant, le roman de Troyes parle d'un escrin d'or qui, cette fois-ci, contient une figurine magique et un baume donné par Médée à Jason. Autre terme que l'on va trouver, c'est le terme de tronc, qui est issu du latin truncus, dont l'origine est incertaine. Alors de manière assez évidente, ce terme désignait à l'origine une partie du corps humain ou une partie d'un arbre, qui, par évolution, a désigné les coffres, notamment moi j'appelle en tout cas monoxyles, creusés, faits à partir d'un tronc d'arbre, tout simplement, et qui deviennent les réceptacles d'offrandes dans les églises. Et donc là, on a un glissement sémantique assez évident. Vient ensuite la caisse, qui vient du latin capsa, qui désigne à l'origine les coffres à livres de forme le plus souvent circulaire, que l'on trouve notamment représentés dans les images des auteurs au travail, dans les manuscrits byzantins ou dans les manuscrits d'influence byzantine entre le 5e et le 9e siècle. Son évolution en provençal Kessa au XIIIe siècle, puis Kessé au XIVe siècle, amène finalement à la caisse français attestée au milieu du XVIe siècle. Il existe également sous la forme de caps au XVIe et au XVIIe siècle, probablement dans un étang de latinisation des termes que l'on retrouve par ailleurs. Il signifie dans ce cas-là boîte, coffre, urne funéraire, et la signification actuelle de caisse désigne une grande boîte pour transporter des éléments très variables. Dernier élément, j'en ai fini avec le vocabulaire après celui-là, c'est le terme de boîte, trouvé en ancien français sous la forme de boist, que l'on retrouve également dans l'anglais box, et qui provient du latin médiéval, lui-même issu du grec, du latin classique, buxus, lui-même issu du grec pixos, qui a donné également les pixis, les coffrets que l'on retrouve dans les pixides actuels, souvent mis en avant dans les musées. Et ce terme de boîte est également un réceptacle, cette fois-ci plutôt de taille modeste, et la littérature vernaculaire médiévale semble l'associer plus spécifiquement avec des éléments médicinaux. On y retrouve des baumes, des herbes médicinales, des onguents, etc. Et plus rarement également des papiers importants ou alors des hosties, dans un cas particulier dans le roman de Renard, je crois. Donc, tout cela pour dire qu'il y a beaucoup de mots au Moyen-Âge. Certains ont continué à être utilisés jusqu'à aujourd'hui, d'autres non. Certains ont gardé les mêmes formes, certains ont gardé les mêmes utilisations, et puis certains, surtout à partir de la fin du Moyen-Âge, surtout à partir de l'époque moderne, ont commencé à avoir des distinctions, soit d'usage, soit de forme, mais au Moyen-Âge, vraiment, tous ces mots semblent relativement interchangeables, alors pas forcément tous en même temps, mais au moins le coffre, l'arche, la malle, la huche semblent relativement interchangeables. Le bahut est plus rare. Boîte et écrin semblent un petit peu plus petits, mais pas forcément systématiquement. Et ce manque de distinction apparaît encore plus clairement lorsque l'on regarde les termes dans les autres langues européennes. Alors pas toutes les autres langues, je me suis limitée à nos voisins plus ou moins immédiats, puisque on retrouve souvent les termes de même origine, mais qui n'ont plus la même signification. C'est le cas, par exemple, des termes qui concernent les meubles, les coffres de voyage, que l'on appelle malle en français, mais qui devient trunk en anglais, d'après le tronc, qui devient coffer en allemand, néerlandais et dans les langues scandinaves,
Et dans les langues, en espagnol et en italien, cette fois-ci, c'est le bahut qui a évolué et qui a donné le terme pour désigner ces éléments. Pareil pour le terme principal de coffre en français, qui est traduit en chest en anglais, d'après une autre origine, le terme de cyste, de kista, que je n'ai pas développé, mais qui pourrait être intéressant, qui a également donné le même terme dans les langues d'origine scandinave, etc. Donc on voit que ces distinctions de termes sont relativement tardives. Peut-être à partir du XIVe siècle, l'inventaire des biens du cordonnier parisien Frémin d'Amiens, établi en 1318, précise que son mobilier en bois comporte notamment 7 huches et 3 coffres, auxquels il faut ajouter ce que l'on trouve dans le cellier, une huche pour le linge. Donc là, on distingue clairement les huches et les coffres. Mais en 1345, l'inventaire des biens de Pierre Sureau à Rouen témoigne notamment d'une huche en chêne qui est désignée dans le même item par le dit coffre. Donc à partir du XIVe siècle, on commence à avoir ces distinctions, mais pas avant, et elles ne sont pas du tout établies à ce moment-là. Donc, voici pour les mots, quels sont les coffres, les objets que l'on peut véritablement associer à tout cela. La typologie, ici, est technique, elle se fait selon les moyens de fabrication. Alors je me limite aux éléments de matériaux, alors c'est du bois uniquement ici. Je n'ai absolument pas classé mes éléments en fonction des éléments métalliques. Je laisse le soin de faire cela à Mathieu Linlot. Et je me suis plus spécifiquement intéressée aux éléments donc, de fabrication des éléments en bois. Le premier type que l'on retrouve, qui est le plus simple à faire, je ne sais pas en termes de travail, mais en termes techniques, c'est le plus simple à décrire, c'est donc ce que moi j'appelle les coffres monoxyles creusés. Il s'agit de prendre un morceau de bois, un tronc d'arbre, de les vider de manière plus ou moins régulière et d'y ajouter un couvercle qui est articulé, qui est souvent issu du même arbre, mais pas systématiquement. Et donc la faible variété d'outils et la technicité minimale impliquée dans la fabrication de ces éléments en font des meubles plus faciles à réaliser, avec, ceci dit, en contrepartie, une certaine lourdeur, mais ce qu'il a désigné assez rapidement comme étant justement le meuble idéal pour y mettre des éléments précieux, notamment les offrandes dans les églises, d'où le glissement que j'expliquais tout à l'heure du tronc. Ce type a été considéré comme un type de coffre particulièrement primitif, ancien, par les chercheurs au XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle. Et en fait, on se rend compte qu'il existe de nombreux exemplaires de ce type et que les datations scientifiques réalisées, alors qui ne sont malheureusement pas encore systématiques, la plupart des coffres datés sont plutôt tardifs, à savoir entre la fin du XIIe siècle et le XVIe siècle. Cela n'exclut pas une origine plus ancienne, évidemment, on n'en doute même pas, mais ce n'est pas un type de coffre qui est réservé au début du Moyen-Âge, comme il l'a été dit pendant longtemps. Ce type est attesté un peu partout en Europe, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et le soin qui y est apporté varie en fonction de l'usage qui a pu en être fait. Avec un soin variable à l'intérieur, l'espace intérieur. On le voit sur le meuble de Kempley en haut à gauche, qui est très lourd et dont l'espace intérieur est relativement faible par rapport aux dimensions même du coffre. A l'inverse, les coffres trouvés dans le musée du Valais à Sion en Suisse sont eux plutôt soignés et bien élaborés. Ces coffres ont souvent de nombreuses ferrures pour un élément esthétique éventuellement, mais c'est surtout d'une part pour renforcer la lourdeur. On est dans ces cas-là véritablement dans un meuble qui sert à conserver des objets ou en tout cas des éléments précieux. Donc on va le renforcer au moins pour montrer que c'est un coffre-fort, on va dire. Mais il y a également un aspect plus technique du bois, on va dire. Le bois utilisé pour fabriquer ces coffres est souvent du bois vert, dont le retrait fait craquer et met des fentes. Ce que l'on voit énormément, encore une fois, sur celui de Kempley, qui a donc été renforcé par ses ferrures, pour empêcher le bois de se fendre encore plus. En termes de serrurerie et de ferrurerie, ce genre de choses, certains sont particulièrement
cru dans la manière de les réaliser, mais renforcé. Donc celui-ci qui se trouve dans l'église de Gamla Uppsala en Suède. Alors l'église date du XIIIe siècle, le coffre en lui-même, je ne sais pas du tout, mais celui-ci est assez symptomatique. On voit encore le départ de branches. Donc le soin apporté à la réalisation même du coffre est assez faible. Par contre, on rajoute énormément de ferrures et il y a 7 aubrons qui permettaient de recevoir autant de serrures. Donc là, l'aspect sécuritaire est largement mis en avant. Donc celui-ci est un des rares types de coffres auxquels on peut associer une fonction spécifique, celle de recevoir vraiment les offrandes, les offrandes, les aumônes en tout cas. Un coffre à bien précieux, un tronc d'église, et c'est un des rares auquel on pourra donner une fonction aussi spécifique. Ces coffres sont relativement peu souvent... alors, les coffres, en règle générale, sont peu souvent représentés dans l'iconographie avant le XIVe siècle. À partir du XIVe, XVe siècle, ça apparaît, mais dans les éléments antérieurs, c'est très peu le cas. Ça apparaît timidement à la fin du XIIe et surtout au XIIIe. Et les coffres qui sont représentés, souvent, sont assez simplifiés. C'est le cas sur l'image ici, où, en fait, ça peut être, certes, un coffre monoxyle, mais ça peut aussi être tout un coffre assemblé qui aurait été simplifié dans la réalisation. Donc, c'est difficile à dire, et c'est l'une des rares images que j'ai trouvées où l'on montre un coffre de cette manière. Deuxième type que l'on va pouvoir trouver, ce sont les coffres assemblés sans montant, dans lesquels je distingue deux sous-parties. Un premier que j'appelle les coffres de plein pied. Il s'agit tout simplement de 5 planches de bois assemblées les unes avec les autres et avec un couvercle articulé, pardon. Les ferrures représentées également ici et trouvées également ici, sont tout à fait fonctionnelles. Alors elles peuvent être encore une fois esthétiques, c'est le cas de toutes les serrures, mais celles-ci sont particulièrement fonctionnelles pour renforcer l'assemblage, puisque l'assemblage se fait ici uniquement avec des chevilles en bois ou avec des clous en métal. Et donc ça permet de renforcer cet assemblage. Ces coffres semblent avoir été régulièrement déplacés, puisque l'on trouve souvent des anneaux ou des éléments qui permettent de les soulever plus facilement que s'ils n'en avaient pas été équipés. Cependant, tous n'ont pas ces éléments de transport, donc ce n'est pas obligatoirement un critère de spécificité de fonction. Autre élément important, c'est qu'on en trouve assez peu souvent de ces coffres. Alors, la question se pose justement pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il y en a eu moins au Moyen-Âge, ou est-ce que c'est parce que cette forme est particulièrement fragile, ou en tout cas se fragilise rapidement, puisque tout le fond est posé à même le sol, et donc il y a un transfert d'humidité qui peut se faire très rapidement. Et donc, est-ce que l'on retrouve peu de ces coffres parce qu'il y en a eu peu dès l'origine, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont disparu plus facilement? C'est là la question. Ces coffres également ont un intérêt particulier avec le reste de l'archéologie, c'est qu'on les trouve en contexte funéraire. C'est le rare type de coffre que l'on va trouver également. Alors rarement avec le bois conservé, mais on peut déduire de ces éléments grâce aux ferrures qui permettent de déduire l'utilisation de ces coffres, notamment quand la serrure et la clé est retrouvée, dans des contextes variables et dans des intentions également variables sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Encore une fois, ces coffres, on les retrouve plutôt à la fin du Moyen-Âge dans l'iconographie et assez peu avant. Deuxième type de forme, deuxième sous-forme de ce sous-type, de ce grand type, ce sont les coffres à côté trapézoïdo-forme en pied. Donc cette fois-ci, on a le même principe d'assemblage, mais les côtés sont prolongés pour former des pieds, ce qui a l'avantage donc d'isoler cette fois-ci le fond et donc le contenu de l'humidité. Et cette forme avec les côtés trapézoïdaux est très spécifiquement trouvée en Scandinavie, uniquement dans les contextes funéraires pour le moment. Alors funéraire ou trouvailles fortuites, c'est le cas de... Alors je me suis trompée pardon, tout à fait à votre droite, qui est le coffre de Mestermere, et qui a été retrouvé dans un champ et qui contenait donc des outils de forgeron. Et de travail du bois, si je ne m'abuse. Ces coffres contiennent des éléments très variés, encore une fois, malgré la forme similaire. Le coffre d'Augsberg contenait... alors, il y a 2 coffres à Augsberg. L'un contenait des pommes et des grains, et le deuxième contenait des tissus. Donc, pour la même forme, encore une fois, on a des usages variables.
Troisième sous-type, c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, les pieds sont, les côtés formant pieds sont verticaux et rectangulaires. On les retrouve un petit peu plus tardivement dans un espace plus méridional, pardon. On les retrouve à partir du XIIIe siècle en Scandinavie et dès le XIIe siècle, le XVe siècle, dans le nord-est de la France, en Angleterre, en Suisse, en Autriche, etc. Les ferrures, encore une fois, permettent un assemblage plus solide, sauf pour les éléments plus septentrionaux qui, cette fois-ci, utilisent véritablement les serrures comme des canevas iconographiques. En termes d'iconographie, encore une fois, donc on retrouve ces coffres plutôt tardivement et dans des contextes assez variables. Enfin, dernier type de coffres que l'on va trouver, qui sont les plus fréquents, que l'on trouve, alors attestés pour le moment à partir du XIIe siècle, mais c'est un véritable effet de source, ils existent très vraisemblablement bien avant. On le retrouve dès le Xe siècle en contexte archéologique, mais attesté de manière assez fugace, et à partir du XIIe siècle dans des contextes d'établissements religieux, des églises, des monastères notamment. Donc cette fois-ci, on a des assemblages qui sont plus complexes, avec des assemblages de pièces de bois entre elles à tenon et mortaise, ou surtout à rainure et languette, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, renforcés par des chevilles, ce qui permet alors la multiplication des pièces, donc des coffres parfois plus grands, moins lourds et plus solides. Ce type est donc extrêmement répandu, on le retrouve énormément, et on le retrouve beaucoup par grappe, j'ai envie de dire, par collection. On en retrouve à Winchester, qui sert c'est pas Winchester d'ailleurs, c'est à Westminster ici, où l'on retrouve, qui servent de coffre à archives, pardon. On les retrouve également donc au musée du Valais à Sion, où il y en a énormément, qui servaient plutôt de coffres à usage liturgique. Ici, certains étaient disposés autour de l'autel de l'église, de l'ancienne cathédrale, où l'on pouvait avoir donc des éléments très divers, et également les coffres des monastères de la plaine du Lunebourg en Allemagne, où là il y a plusieurs centaines de coffres qui ont été conservés, datés entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, exactement dans les mêmes morphologies, dans la même forme, et qui contenaient cette fois-ci plutôt éventuellement soit des archives, soit les biens des religieuses de ces monastères. Très rarement, donc, ce que je disais tout à l'heure, ces coffres sont retrouvés également en contexte archéologique, dont un exemple ici, alors qui est le moins bien conservé, puisqu'en fait, on n'en a que le négatif qui a été incendié avec la maison. On est au XIe siècle ici, dans la Drôme, et celui-ci contenait des grains. Donc on est à côté d'un four également, donc on voit encore une fois la diversité d'usage de ces meubles. Ce type est celui que l'on retrouve le plus souvent représenté dans l'iconographie, alors au XIIe, au XIIIe siècle surtout, uniquement dans un contexte unique, qui est celui de l'Arche d'Alliance, du vol de l'Arche d'Alliance, ou alors du dépôt des tables de la loi dans ces Arches d'Alliance, et plus rarement, ah non je vous l'ai pas mis, plus rarement, ah si il est là, pardon, Théophile qui remet son pacte au diable, et qui le met dans un coffre, et qui ressemble énormément à l'iconographie de Moïse qui dépose les tables de la loi dans cette arche. Donc c'est vraiment le type le plus répandu, à la fois dans l'iconographie et dans les objets. Il existe un tout dernier type, alors que moi je n'ai pas étudié en détail parce que c'est tardif pour moi, c'est 14e mais surtout 15e siècle, et qui est celui que l'on retrouve beaucoup également dans les musées, souvent beaucoup plus décoré que ce que je n'ai fait ici, qui est à montant et à panneaux, avec encore une fois une multiplication des pièces, notamment sur les côtés où on a des traverses qui sont rajoutées pour les panneaux et qui font des encaissements pour ces éléments. Mais le principe technique d'assemblage est exactement le même et plus tardif. Donc en voici quelques exemples un petit peu plus élaborés, notamment de Beaune au XVe siècle. Donc, pour terminer, on voit que ces distinctions de vocabulaire qui sont données dès le XIXe siècle, notamment par Eugène Viollet-le-Duc, qui ont été reprises tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle pour distinguer le bahut, la huche, l'arche, le coffre, n'ont en fait au Moyen-Âge pas vraiment de réalité, ou en tout cas pas avant le XIVe et surtout pas avant le XVe siècle. Et on retrouve une grande diversité de formes, d'usages, à la fois dans les termes, dans les textes, aussi bien les textes, les actes notariés que la littérature narrative ou épique, et que l'on retrouve également dans les usages divers, à la fois attestés par l'archéologie et par les collections que l'on retrouve dans les établissements religieux.
Et je vous remercie de votre attention. Merci Cécile. Il nous reste quelques minutes pour une discussion. Je regarde les organisateurs. C'est bien ça. Discussion qui porte sur les deux premières communications. Vous pouvez revenir aussi. Ce que vient de nous présenter Cécile illustre bien la difficulté à confronter les mots et les réalités, mais aussi montre qu'on ne s'est peut-être pas assez intéressé à l'analyse de détail du lexique médiéval pour comprendre les objets. Et je pense, alors c'est peut-être un peu naïf, que ça nous aide à comprendre la manière de classer de nos prédécesseurs médiévaux. Ça nous aide donc à comprendre des gens qui sont quand même très différents de nous. Il faut bien l'avouer. Donc il y a un micro qui circule. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Santamaria. Je me suis beaucoup intéressé aux deux exposés parce que moi je travaille sur les coffres utilisés par les princes à la fin du Moyen-Âge. Et pour le premier exposé de Mme Dominguez, une question sur un thème que je vois souvent apparaître dans l'entourage des princes, qui est celui du prince qui utilise son coffre pour montrer sa domination. Il expose son coffre soit à des adversaires en leur disant « Regardez, je vais vous déclarer la guerre ». Il y a un épisode à propos de Philippe le Bon chez Chastelain. « Regardez mes coffres, je vais pouvoir vous détruire ». Et un autre épisode où il y a un prince qui défie les gens de sa cour en disant « Soulevez le coffre et emportez-le, il est à vous ». Donc ils n'y arrivent pas, et donc il leur dit « Voilà, c'est moi le maître ». Alors, c'est des thèmes qui, à mon avis, ont peut-être eu une origine littéraire. Je me demande s'il y a un effort de mise en scène de la part des princes, et si vous savez un petit peu d'où ils sortent cette histoire, ou alors si c'est vraiment une création de leur part. Mais... Merci beaucoup. Ce que vous évoquez, en fait, pour moi, fait référence, en effet, à, je dirais, ce que j'ai pu évoquer très rapidement dans la présentation, sur le fait que les coffres soient lourds. Et que très souvent, c'est ça qui est évoqué, en effet, et qu'il soit lourd, ou que cette lourdeur, justement, on joue avec pour montrer que c'est pas important, dans un cadre, en fait, qui sera un cadre de dérision ou de parodie, c'est capital. Ce que vous dites, en fait, me fait venir à l'esprit quelque chose qui est presque de l'ordre de la parodie, mais justement pas, en quelque sorte, c'est Renard. On a aussi là un seigneur, effectivement, qui, lorsqu'il est assiégé à l'intérieur de Maupertuis, possède un certain nombre de coffres qui sont pleins et lourds. Ils sont pleins et lourds de nourriture. Cela signifie qu'il pourra tenir le siège, en fait, tout simplement. Donc je pense, en fait, que ce que vous évoquez, en effet, a sa place. Alors, je ne sais pas si, pour le coup, au plan, j'allais dire, au plan méthodologique, au plan heuristique, à mon sens, en fait, les textes littéraires sont un enregistrement de ce que vous travaillez, en fait, réellement, ou dans la réalité des objets. C'est-à-dire que les princes savent très bien utiliser le vocabulaire. Je comprends. Oui, c'est sûr. Et ils utilisent effectivement des images et des fantasmes qui sont éventuellement véhiculés ou construits, en fait, par les textes. Mais je pense en fait qu'il y a deux choses dans cette affaire de coffre riche et plein. C'est la richesse effective qui peut en effet, parfois même en termes de nourriture, permettre de se défendre. Et puis, alors je ne sais pas sur quel type de coffre vous travaillez, mais il me semble qu'il y a l'autre partie des choses qui consiste à dire « Regarde mon coffre, comme il est beau ». Et là, on est dans autre chose, qui est effectivement le travail sur la richesse de l'ornement. Alors, je ne sais pas en fait si le travail que vous avez mené vous a conduit en fait à privilégier ornement ou matière. En fait, on voit les deux, c'est-à-dire qu'on voit des coffres volontairement moches. Notamment, il y a un épisode du Prince d'Orange qui a un vieux coffre vermoulu et personne n'arrive à le soulever et personne ne sait ce qu'il y a dedans. On dit, il y a probablement de l'or, mais en fait, on ne le sait pas. Et il y a aussi effectivement des coffrets très précieux qu'on commande, etc., mais qui sont assez rares. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que les coffres contenant de l'argent ou de l'or, ce sont des coffres en chêne, en fer, de 5, 7 pieds, donc, et qui sont parfois les mêmes que ceux qu'on commande pour stocker des vêtements. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas une précaution de sécurité, de ne pas montrer que ce sont des coffres qui contiennent des choses très précieuses, avec des volumes en nombre de pièces, 200, 300, 400 kilos d'or qu'on met dedans. Et donc, voilà, il y a un exemple où il y a 200 000 florins qui sont transportés dans 2 coffres. Ça fait 800 kilos d'or. Hein. Donc,
Alors, des coffres précieux, on en voit, mais bon, alors il y a le problème du lexique, hein, effectivement. Ça. Il y a aussi le problème du transport. Ah oui, mais il bouge c'est beaucoup important. ces coffres. Dans une des enluminures qu'on a pu voir, et on voit souvent, effectivement, vous avez montré ces coffres avec ces pieds qui sont bien solides et qui sont clairement pas destinés à être transportés, si je comprends bien. Et en revanche, on a effectivement très souvent représenté dans les aluminiums les coffres sur quelque chose, une sorte de petite charrette ou une chose avec des roues, quoi, parce que c'est lourd. Ou sur des mules. Voilà. Alors, ou alors sur les bas, mais c'est des sommiers. J'avais une deuxième remarque, voilà, toute petite, sur les bahuts. Moi, je les rencontre au XVe siècle et on nous dit qu'ils viennent compléter des coffres. C'est-à-dire qu'on achète des coffres avec bahut. Donc, ça renforcerait l'idée de partie surbombée qui viendrait s'ajouter au coffre. Mais en tout cas, on a des commandes de coffres. Je crois que c'est le duc de Bourgogne qui commande 4 coffres avec leur bahut. D'accord. Et ils sont décrits du coup ? Non, parce que c'est juste des achats. Donc on nous dit 4 coffres. Alors, généralement, on dit qu'ils sont en chaîne. C'est la question de la forme qui. Est-ce que le bahut est déjà un coffre ou pas ? C'est bizarre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le bahut vient compléter le coffre. D'accord, oui. Pas la forme. Tout à fait. Pour revenir à la seconde intervention et l'origine ancienne de ces meubles, vous n'avez pas mentionné la découverte de coffres lors des fouilles des abords de la basilique de Saint-Denis. On a découvert 4 coffres enterrés sous le niveau du sol de circulation d'un établissement carolingien, probablement celui qui est attesté en 898. L'un de ces coffres, alors il y a 2 aspects. D'une part, on a une attestation de coffres dont on a une empreinte extrêmement précise avec le nombre de planches, l'isine, etc. Il fait partie de la typologie des coffres assemblés à montant. Hein. Donc là, on a une attestation qui est un petit peu antérieure à ce que vous mentionnez. Mais ce qui me paraît important de signaler, c'est surtout l'usage. C'est-à-dire que ce sont des coffres à pied qu'on enfouit dans des fosses assez profondes, hein, d'un bon mètre, où on surcreuse les 4 angles de façon à ce que ce qui prouve qu'il y avait bien des pieds en présence. Et en plus de ces 4 coffres, il y avait aussi, utilisé de la même façon, un demi-tonneau. Donc là, c'est un usage, visiblement, il s'agit de mettre à l'abri des matériaux dont on ignore complètement le type, mais visiblement, c'est une protection. Oui, tout à fait. Mais le coffre, de toute façon, le but d'un coffre, c'est de protéger ce qu'il y a dedans. Sinon, on le laisserait sur des étagères à l'air libre. Donc, l'utilisation première du coffre, ce n'est pas d'être beau, contrairement à ce que l'on trouve à la fin du Moyen-Âge. Mais pendant la majeure partie du Moyen-Âge, le but du coffre, c'est de contenir des choses, de les déplacer, mais de les protéger également. Donc, il y a des modalités très variables. Alors, ces coffres de Saint-Denis, effectivement, j'en ai connaissance, évidemment. Là, je ne les ai pas présentés spécifiquement. J'ai plein d'autres choses. J'ai 250 coffres dans ma base de données, donc je n'en ai pas présenté ne serait-ce que 5%. C'est spécifique et puis et on ne les a pas en entier, donc c'est un peu difficile aussi de donner l'intégralité des types techniques même si la fouille a été extrêmement minutieuse et extrêmement intéressante effectivement. C'est parfois un peu difficile de les inclure véritablement dans les typologies. Mais oui, en termes de protection, après, il y a plein de modalités, on ne les a pas toutes. Le problème du coffre, c'est qu'on le retrouve très rarement en contexte archéologique, domestique encore plus, ou encore moins plutôt. Donc c'est particulièrement intéressant, effectivement. Je peux préciser qu'en fait, donc, il subsistait qu'une empreinte extrêmement fugace, mais qu'une fouille fine a permis d'en faire un moulage. Et donc ce moulage très précis montre bien le nombre de planches, le type d'assemblage, le fait que c'est chevillé. Il y a une serrure en moraillon, bon, elle était à l'intérieur, donc là, sa localisation est un peu approximative. Mais enfin, on a quand même des données techniques assez précises. Oui, tout à fait, oui, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est également un cas unique, donc c'est... voilà. Mais oui, tout à fait. Bonjour, j'aurais une question. Et justement le mobilier à cette époque-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, comme on a pu constater,
il y a très peu de coffres en France, en tout cas dans le Royaume de France, qui montrent des assemblages, des montants avec assemblage, etc. Merci. Donc avec assemblage Tonneau Mortaise, rainure Languette, etc. Bon, queue d'aronde, on sait que c'est quand même plus tardif. Et je trouve ça intéressant justement qu'il y en ait en Suisse, qu'il y en ait en Allemagne, qu'on en trouve d'autres endroits. Très peu en France. Bon, apparemment, il y en aurait aussi du coup de manière beaucoup plus récente, enfin beaucoup plus antérieure. Et ça pose question quand même de se demander est-ce qu'il y a vraiment des valeurs d'artisanat, etc. Les textes de 1270 sur les règlements des métiers parlent justement pas trop des assemblages, mais quand ils en parlent, ils parlent jamais d'assemblage, par exemple à Tonneau Mortaise, etc. Donc, et c'est un moment qui est assez important. 1270 en général, le règlement de métier, il joue beaucoup, enfin, il parle de beaucoup de choses. Et du coup, à ce questionnement, je me demande, est-ce que on pourrait se demander, est-ce que ces assemblages, en tout cas les attestations qu'on en a, ce serait plutôt, par exemple, un système généralisé en Europe occidentale, ou plutôt, par exemple, le cas de certains ateliers d'artisans qui auraient développé des techniques particulières et qui ne seraient pas encore généralisées dans toutes les zones, etc. Donc voilà, c'est toute cette question que je me posais. Non, pas du tout. Non, c'est très généralisé. Le Tonneau et Mortaise, c'est quelque chose que l'on trouve bien avant déjà. C'est pas spécifiquement médiéval. Je pense que Pierre-Mille pourra en parler beaucoup plus facilement que moi. Mais c'est des techniques qui sont très généralisées, qui sont connues depuis très longtemps. Et c'est juste que non, si on le retrouve pas beaucoup en France, c'est que la France a eu le bonheur, le malheur, ça dépend dans quel sens on le prend, de passer par une révolution française qui a notamment vidé ces établissements religieux qui sont la source principale de coffres aujourd'hui. Les trois quarts des coffres que j'ai dans ma base de données viennent d'établissements religieux, notamment celle du Lunebourg qui est énorme. Pareil en Suisse, pareil en Angleterre, ce sont des choses qui ont été conservées, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Après, il y a des questions d'inventaire aussi qui ont été plus ou moins faits. Mais en termes, en contexte archéologique, on les retrouve très peu. Et la France est également à la limite des contextes de sol qui sont parfois trop acides et surtout pas assez froids et humides pour conserver le bois. Donc si on n'en retrouve pas beaucoup en France, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup été conservés. Et après, il y a une autre question qui est plus scientifique et actuelle, c'est que les autres pays ont eu des possibilités de faire des datations très précises, alors soit au carbone 14, soit surtout à la dendrochronologie, qui fait qu'on a des jalons très très précis en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, ce qui n'est pas le cas en France. En France, très peu de ces meubles ont été datés par la dendrochronologie. Seul, je crois qu'il n'y a que Noyon qui a été, la collection de Noyon qui a été datée. Et ce qui manque énormément, parce il y a quand même des meubles en France qui existent, des meubles médiévaux, mais qui sont dits médiévaux, qui sont jugés parfois le plus ancien de France ou le plus ancien d'Europe, depuis Viollet-le-Duc, mais sans qu'on ait de preuves réelles, parce que soit il y a un manque de volonté quelque part pour que ces datations ne se fassent pas, soit financier, soit autre. Donc c'est plutôt ces questions-là en fait, c'est des questions de conservation et de datation qui font qu'on a une espèce de trou en France et pas ailleurs. Mais non, c'est des techniques qui sont extrêmement généralisées et bien plus anciennes que le Moyen-Âge.